Bonsoir, bienvenue tout le monde à cette séance régulière du mois d'août. Après un mois de congé, quand même, le mois de juillet, on n'a pas eu de séance. Fait qu'on est, on est de retour à la tâche aujourd'hui, avec un projet d'ordre du jour qui était disponible à l'entrée. Donc, on va tout de suite rouler avec l'ordre du jour. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un a fait la proposition? Bonjour, Monsieur le Préfet. Monsieur Christian Fortin, appuyé par Monsieur Luc Pellerin. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2025, tel qui a été présenté. Si vous êtes en accord, Propose avec disponibilité. donc proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. En gestion du personnel, l'embauche d'un aménagiste. En l'absence de M. Guy Simon, ça va être M. Patrick Barry qui va faire le compte-rendu des ressources humaines. Oui, bonsoir. Le premier point, 4A, embauche d'un aménagiste. On avait un poste de vacant là, suite à la nomination là, de Sébastien Blanchet comme directeur de l'aménagement du territoire. Donc, on embauche M. Alexandre Gervais, qui était déjà dans le domaine, là, plus dans la région de Montréal, puis il revient en région, là, il habite Trois-Rivières. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Donc, ça serait pour officialiser là, son embauche. Parfait, fait que ça prendra une proposition. Donc, Mme France Bédard, appuyée par M. Daniel Hull. Au point B, prévention d'incendie, l'octroi d'un contrat à durée déterminée à M. Frédéric Cyr. Oui, on a actuellement un poste de vacant au niveau de la prévention. Donc, on a décidé, par prudence, d'y aller par contrat plutôt que d'embaucher une ressource à temps plein, parce qu'on est en pleine réflexion au niveau de tout ce qui est sécurité incendie. Donc, on a décidé d'octroyer un contrat à M. Frédéric Cyr, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, qui est aussi formateur là, au niveau incendie. Donc, ce serait pour adopter un contrat d'une durée déterminée du 1er août au 31 octobre 2025. Merveilleux. Je pense que proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par M. Daniel Hull. Au point C, la fin d'emploi pour l'employé 70 2007. Oui, cet employé-là a été embauché il y a de ça quelques mois, toujours en période de probation. Mais le travail de l'employé ne répond pas à nos attentes malgré l'accompagnement qu'on lui a fait. Donc, on a décidé de mettre fin à l'emploi, malheureusement. Donc, une période de probation non concluante. Proposé par M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point D, demande de prolongation de la lettre d'entente avec le syndicat de 2023-01. Oui, il s'agit ici d'un employé là, qui a prévu prendre sa retraite au 31 décembre cette année. Pour ne pas le nommer, c'est M. Jocelyn Régis qui s'occupe de tout ce qui est la communauté entrepreneuriale, l'entrepreneuriat. Mais il s'avère que le programme qui finance son salaire se termine au 31 mars 2026 et on n'a pas eu de nouvelles à savoir si le programme serait renouvelé ou pas. Donc, ce qu'on a conclu, c'est de terminer plutôt son mandat au 31 mars 2026 plutôt qu'au 31 décembre cette année. Fait que ça va nous permettre, lorsqu'on aura des nouvelles pour le renouvellement du financement, de mieux coordonner son départ pour former une nouvelle personne. Donc, le syndicat est en accord avec ça. Donc, on prolonge jusqu'au 31 mars 2026. La particularité, pourquoi il y a une dette d'entente, c'est que M. Régis est un peu en pré-retraite. Il travaille 3 jours semaine. C'est pour ça qu'on a une dette d'entente dans son dossier. Ce qui n'est normalement pas un statut qui est accepté ici. Il n'y a pas nécessairement d'emploi à temps partiel, à moins qu'il n'était pas convenu comme celui-là. Ça va proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Luc Pellerin. Et au point E, départ à la retraite de M. Marc Thibault, qui est coordonnateur au service d'évaluation foncière, après quand même plus de 35 ans à notre emploi. Il était même employé avant que la MRC des Chenaux existe. Il était employé de la précédente MRC de Francheville. Donc, une retraite bien méritée pour M. Thibault. Il a toujours donné un excellent service à la MRC et aux citoyens. Donc, on démarre l'affichage de poste pour pouvoir le remplacer d'ici sa retraite au 31 décembre. Parfait, c'est pour une résolution. Mme France Bédard, appuyée par M. Luc Dostalaire. On remercie beaucoup M. Thibault pour ses excellents services. Il a toujours été très professionnel dans la livraison de son travail. Au point 5, dans les finances matérielles, équipements et bâtisses, au point A, la liste des chèques émis aux autres sommes déboursées. Est-ce que vous avez des questions sur les chèques? Sinon, quelqu'un fait la proposition? M. Christian Fortin a fait la proposition. M. Gérard Bruno l'appuie.
Au point B, vente de 2 camions pour la collecte automatique d'ordures ménagères. En fait, étant donné qu'on a remplacé des camions, puis nos nouveaux camions sont arrivés puis sont en pleine fonction. C'est des anciens camions finalement qui ne sont plus utilisés. Exact. Deux camions là, qui ont été, comme M. le préfet a dit, ont été remplacés. C'est des camions là, qui datent de l'année 2010, là, qui ont eu une bonne durée de vie. Donc, comme on ne les utilise plus, on va se permettre de les mettre en vente pour aller récupérer un petit peu de revenus par rapport à ça. Fait que, voilà, on a discuté, il va y avoir un prix minimum selon lequel il va être affiché. Si jamais on n'est qu'à pas trouver preneur à ce prix minimum-là, on révisera le prix éventuellement. Mais ça peut certainement rendre encore de bons services malgré tout. Fait que ça prend quand même une résolution proposée par M. Christian Fortin, appuyée par M. Luc Pellerin. Au point C, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le renouvellement de l'entente de partenariat. En fait, le Conseil des arts et des lettres, c'est une subvention qui aide les auteurs d'une certaine façon par le biais d'une entente sectorielle. On dit que pour chaque dollar investi, le Conseil des arts et des lettres va appuyer chaque dollar investi par les partenaires. C'est un montant, on contribuerait pour un montant de 5 000 $ pour les 3 prochaines années, pour 3 ans à compter de l'année 2025. Fait que, je pense que ça encourage les auteurs d'ici à ce moment-là. Pas juste les auteurs, tous les artistes en général, là, tous les domaines culturels. OK, mais je pensais que c'était plus vraiment lié aux arts et aux lettres. Mais art au sens général du terme. Parfait. Quelqu'un a fait la proposition? Donc, M. Hugo Pierre Bellemare, appuyé par Mme France Bédard. Au point D, octroi d'un contrat pour l'achat d'un minibus adapté, c'est pour notre service de transport. En fait, je pense qu'on a des besoins assez particuliers au niveau des équipements de transport adaptés. Oui, bien c'est ça. Depuis un an, on a nos propres véhicules. On en avait acheté quelques usagers pour partir le service, si on veut, là, autonome là, par la MRC. Donc, c'est normal de renouveler notre flotte de véhicules pour pas que nos véhicules se retrouvent toujours au garage. Donc, on est allé en appel d'offres pour l'acquisition d'un nouvel minibus 2025. Donc, c'est le groupe Girardin, là, que tout le monde connaît, là, qui a remporté le contrat pour un montant de 185 615 pour un minibus 16 places adapté avec 4 places pour fauteuil roulant, tout ça, qui répond exactement à nos besoins. Donc, ce serait de confirmer l'achat. Ça vous va? Proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par M. Luc Pellerin. Au point E, c'est l'UPA Mauricie, c'est le maintien des services en santé psychologique pour les agriculteurs. En fait, on nous demande une contribution financière de 2 036 $ pour l'année 2025-2026, 2 117 $ pour l'année 2026-2027, ce qui représente un total de 4 153 $. Mais il y a de multiples partenaires qui sont dans cette entente-là, finalement. Je pense que c'est un service qui est important de maintenir là, au niveau des agriculteurs en tant que tel, c'est de soutien psychologique. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra une proposition. M. Christian Gendron, appuyé par M. Daniel Hull. Voilà. Au point F, demande d'extension pour le dépôt de rôle de l'exercice financier 2026 au 1er novembre 2025. Donc, normalement, en fait, c'est la FQM Évaluation qui est comme évaluateur, signataire pour dresser les rôles d'évaluation de la municipalité de Sainte-Anne-de-Pérade. Ils peuvent se prévaloir d'un délai supplémentaire pour le dépôt du rôle. Normalement, c'est au mois de septembre qu'ils doivent le déposer, mais normalement, en demandant le délai, ça va jusqu'au mois de novembre. Le 1er novembre, c'est ça. Fait que, donc, ils pensent peut-être être prêts, mais on ne prend pas de chance, puis on va simplement nous demander à ce moment-là d'accorder le délai supplémentaire. Si ça vous convient, M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Luc Pellerin. Au point G, demande d'intervention urgente sur l'autoroute 40 relativement à la présence d'orignaux. Vous avez certainement eu connaissance qu'il y a régulièrement des accidents sur l'autoroute 40, dans lesquels il y a des fois des pertes matérielles, puis des fois des blessés, puis il y a même eu des pertes de vie. Fait que je pense que là-dessus, de demander au ministère des Transports de faire une intervention, que ce soit des passages phoniques ou encore des clôtures, là. Il y en a dans d'autres régions du Québec, puis ça a prouvé une certaine efficacité, à tout le moins. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. M. Gérard Bruno en fait la proposition, M. Sébastien Marchand en fait l'appui. Au point H, dépôt de projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité.
dans le sous-volet renforcement de la gouvernance, en fait, on commence à regarder la possibilité d'aller vers un regroupement des différents services incendie, que ce soit sous forme de délégation de compétences ou de régie, quoique on penche plus vers une délégation de compétences. Et une de ces premières étapes-là, avant de procéder, c'est de faire une évaluation locale des actifs qu'on possède. Donc, combien valent les camions, les autopompes, les appareils respiratoires, les équipements de protection, les lances, les boyaux, etc. Fait que c'est par cette demande-là, en fait, on irait chercher 20% de subvention, à tout le moins. Il reste un solde à payer pour chacune des municipalités qui veut faire évaluer l'ensemble de ses actifs, ce qui est toujours quand même intéressant d'avoir comme portrait. Fait que donc, ça prend quand même une résolution pour déposer le projet auprès du ministère. Donc, proposé par M. Daniel Hull, appuyé par Mme France Bédard. Au point I, acquisition d'un ensemble de désincarcération pour le service de formation en sécurité incendie. Donc, on est gestionnaire de formation, puis à l'intérieur de la formation, il y a un module qui s'appelle désincarcération de véhicules. Donc, les pinces de désincarcération quand il y a des véhicules quand il y a des gens qui sont pris à l'intérieur. Et c'est un équipement usagé, en fait, qu'on a trouvé via le centre, comment ça s'appelle? Le Centre d'acquisition gouvernementale du Québec. La MRC des Genoux a déposé une soumission sur un ensemble de désincarcération. Puis on a remporté l'achat de ce lot-là. C'est un montant de 2 272 avant les taxes applicables. Fait que c'est pas neuf, mais ça va contribuer, ça va très bien faire pour donner la formation à nos pompiers sur l'utilisation de pinces de désincarcération. Fait que ça va être financé même via une subvention qu'on a reçue de TransCanada Pipeline, qui avait octroyé des montants pour la formation, la prévention en tant que telle. Fait que il n'y a pas nécessairement de dépenses directes de la MRC là-dedans. Fait que ça prendrait aussi une résolution là-dessus pour procéder à l'achat. M. Luc Pellerin, appuyé par M. Christian Gendron. Au point J, l'adoption du règlement numéro 2025-153 décrétant une dépense et un emprunt de 220 473,75 $ pour l'achat d'un minibus adapté. Donc, c'est en lien avec le point qu'on a traité tantôt. C'est un règlement d'emprunt, donc c'est un montant maximum de 220 473. Ça prend quand même une proposition de l'adoption du règlement, proposée par M. Gérard Bruno et par M. Christian Fortin. Au point K, projet de plateforme d'échelon numérique. En fait, on a eu une présentation. C'est un groupe de Trois-Rivières, un OBNL de Trois-Rivières qui s'appelle les Faiseurs d'Histoire, qui a mis sur pied un projet de plateforme numérique pour le territoire de la ville de Trois-Rivières, dont l'objectif est de sauvegarder et de diffuser des archives historiques. Donc, ils nous ont offert cette plateforme-là qui pourrait être utilisée, alimentée tant par les citoyens que par les sociétés d'histoire de notre MRC. On a présenté ce projet-là, on a questionné les sociétés d'histoire pour connaître leur intérêt. Ils se sont montrés intéressés, puis donc les citoyens d'autres groupes d'intérêt peuvent aussi déposer des archives là-dedans, puis aller consulter aussi ces archives-là. Le coût d'implantation du projet qu'on nous a présenté, ce serait de 3 000 $. Et ça, c'est un coût unique d'implantation. Puis par la suite, il y a une licence annuelle de 1 000 $ pour le fonctionnement. Fait que, en tout cas, je pense que là-dessus, on était favorable à aller de l'avant à ce niveau-là. Fait que si vous êtes d'accord, ça prend quand même une proposition. M. Christian Fortin en fait la proposition. M. Daniel Hull l'appuie. Au point L, adoption du guide des responsabilités et des rôles en matière de sécurité incendie. En fait, c'est le comité de sécurité incendie qui a travaillé vraiment sur l'élaboration d'un guide qui vient préciser les rôles et les responsabilités de chacun des niveaux hiérarchiques à l'intérieur d'un service de sécurité incendie. La MRC a un rôle à jouer, les directions générales des municipalités, les conseils municipaux ont des rôles à jouer, le service local de sécurité incendie a un rôle à jouer, puis le comité régional a un rôle à jouer. Ils sont tous déterminés à l'intérieur de ce guide-là. Comme M. Gendron, si vous voulez en dire quelques mots des fois. Exactement. Puis là, on approche les élections. Il peut y avoir aussi de nouvelles personnes qui vont siéger au conseil municipal. Donc, c'est un guide. C'est un guide que les élus, la direction générale, le conseil des maires, puis tout ce qui se passe. C'est un guide de référence. C'est un guide de référence pour les municipalités, la MRC. Chacun connaît bien son rôle qu'il a joué. Puis ça a fait partie de discussion au comité de sécurité incendie.
Aussi avec tous les directeurs incendies, de par leurs représentants au comité. Il y a eu des annotations qui ont été faites sur le guide. Maintenant, là, à la dernière rencontre, ça semblait être unanime. Tout et chacun connaît le rôle. C'est ça. Ça permet que les rôles de chacun soient vraiment clarifiés à ce moment-là, Voilà. d'une certaine façon. Fait que ça prend quand même juste une résolution pour l'adopter. Ouais. Pas pour. M. Christian Gendron a fait la proposition. M. Luc Dostalaire l'appuie. Au point M, demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de soutien à l'environnement, volet 1 de l'accompagnement municipal pour un projet de gestion environnementale de la renouée du Japon à l'incubateur agricole de la MRC des Chenaux. En fait, c'est un projet qui est dans le cadre d'un c'est l'Environnement Mauricie qui offre de l'accompagnement pour aller donc un accompagnement au volet municipal du Fonds du soutien à l'environnement qui prend la forme d'un accompagnement professionnel de 50 heures qui est offert par Environnement Mauricie pour donner des stratégies et bâtir un plan de gestion pour combattre la renouée du Japon. Fait que, étant donné qu'on est sur notre plateforme agricole, c'est quand même, il y a la certification biologique qu'on a à l'intérieur, puis je pense que c'est une expertise particulière qu'on va aller chercher au niveau de cet incubateur agricole-là. C'est ça, parce que c'est une espèce qu'on ne peut pas, en bon québécois, mettre du Roundup dessus. On ne peut pas le faire non plus sur notre site qui est classifié biologique. Donc, ça va monter un cahier de charge pour vraiment venir apprendre comment éradiquer cette plante-là. Ce cahier de charge-là va pouvoir être utilisé pour d'autres incubateurs au Québec ou d'autres agriculteurs qui décideraient de l'utiliser avec des moyens plus traditionnels. Donc, c'est pour ça qu'on dépose la demande. C'est un volet d'une aide financière qui est destiné aux municipalités. On en profite pour ça. Exactement. C'est quand même une proposition. Donc, M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyé par OK. M. Gérard Bruno. Et le point N, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du soutien à l'environnement au volet 3 du rayonnement local pour le projet de gestion environnementale. Là, cette fois-là, on va aller chercher un montant maximum de 25 000 qui nécessite une mise de fonds de 20 mais c'est vraiment pour mettre en place les stratégies pour combattre la renouée du Japon. On va être conséquent. On va être conséquent. M. Bruno a fait la proposition, appuyé par M. Hugo Bellemare. Au point O, demande au ministère des Transports pour le programme de soutien au transport adapté 2025-2027. En fait, c'est une demande qu'on fait annuellement. Et dans ce cas-là, on prévoit contribuer à la hauteur, la MRC, donc, en 2025, prévoit contribuer à la hauteur de 63 566. En 2026, 116 374. Et en 2027, 119 865. Mais pour les montants qu'on pense aller chercher, c'est 174 303 pour cette année, 174 303 pour l'an prochain et 179 000 pour l'année 2027. Fait que, voilà, je pense que c'est important. Le transport adapté, c'est quelque chose qui sert les plus vulnérables dans nos communautés. Fait que ça prendrait aussi une proposition pour adopter. M. Luc Pellerin, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point P, l'adoption du plan de transport des prévisions budgétaires et de la grille tarifaire pour les années 2025 à 2027 en matière de transport adapté. On vous a effectivement soumis ce plan de transport-là. On prévoit une légère augmentation du coût pour le transport collectif, donc qui était à 3 $ le passage. Avant ça, c'était 3 $. Quelqu'un qui voulait aller en ville aller-retour, c'est 6 $. Donc 3 $ aller, 3 $, retour. Maintenant, on passerait à 4 $. On est quand même parmi les moins chers là, au niveau là, des... Par comparaison, la MRC Masquinongé, c'est 6 $. Je pense qu'on est quand même raisonnable. Tout à fait. Fait que c'est bon d'augmenter nos revenus autonomes qui nous permet d'investir dans le transport collectif en tant que tel. Fait que ça prend comme proposition. M. Daniel Hull le propose, appuyé par Mme France Bédard. Désolé. En aménagement du développement du territoire, la conformité aux règlements municipaux, il n'y en a pas. Au point B, réglementation des territoires contigus, il n'y en a pas. Et au point C, recommandation à la Commission de protection du territoire agricole concernant les demandes d'autorisation
pour le dossier 451 295 du ministère du Transport et de la Mobilité durable à Saint-Anne-de-la-Pérade. C'est dans le rang du Rapide Nord dans lequel il y a un affaissement, puis il doit y avoir des travaux de stabilisation au niveau de la route pour lesquels ils doivent aller empiéter un peu sur le territoire agricole et ils ont besoin d'une recommandation de la MRC donc, dans ce dossier-là. Je pense que c'est tout à fait conforme. M. Bruno a fait la proposition, appuyée par M. Luc Pellerin. Au point 7, dans les rapports, le rapport du directeur général vous est soumis. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur le rapport du directeur général. Au point B, les représentants d'Énercycle, M. Dostalaire. Oui, nous aussi, là, on a pris une pause estivale, donc prochain CA, c'est vendredi. Peut-être seulement rappeler là, que la saison de vidange des bouts de fosse septique se déroule très très bien cette année, pas d'anicroche majeure. Et puis là, le dossier du garage là, sur de la MRC avance. On n'est pas loin là, que le garage soit livré à la MRC, donc on aura accès à nouveau à ce garage-là là, dans peu de temps, le moins possible, ce bâton-là. Merveilleux. On ne passera pas notre hiver dehors finalement. En tout cas, ça ne s'enligne pas pour ça. Bon, j'allais dire que c'est promis, mais on ne fait pas de promesses. Donc, il reste le raccordement d'Hydro-Québec. Exactement. On a vu que le compteur a été posé, au moins, ce qui est un bon signe. C'est une bonne nouvelle. C'est sûr. Il reste quelques petits détails. On s'approche de la fin. Voilà. On voit la lumière au bout du tunnel. Au point C, comité culturel, M. Fortin. Oui, écoutez, vous avez le rapport, c'est sûr qu'on est un festival, mais je rappelle que 2 spectacles, la salle de l'île du Pont, le 10 octobre, un spectacle humoristique avec Stéphane Fallu, et le 21 novembre, plus musical, Les Deux Frères. Fait que les billets sont en vente sur... vous pouvez aller sur le site internet de la MRC et il y a un lien pour pouvoir procurer. C'est quand même une belle occasion de participer à l'activité culturelle à un coût très, très abordable. Et la Sécu des murales, ça suit son cours. Fait que on va revenir souvent avec le développement au cours des prochaines semaines. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le circuit des murales, la municipalité de Saint-Stanislas, malheureusement, n'a pas pu aller de l'avant avec le projet de mural parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation du centre de service scolaire, parce que c'était sur un bâtiment scolaire. Fait que, on va voir pour offrir une possibilité donc, à une autre municipalité d'appliquer, ou en attendant, si jamais vous venez qu'à avoir les autorisations nécessaires, on pourra certainement reconsidérer. On a regardé pour trouver un autre mur. Ah oui? On a frappé un mur avec le premier, mais bon. Parfait. Donc, c'est ça. Ça complète. Ça complète? Parfait. Le comité de développement de territoire, il n'y a pas eu de rencontre récemment. Le comité des ressources humaines, il n'y avait pas de sujet. Non, les sujets, je les ai abordés tout à l'heure. Parfait. Le comité de sécurité incendie, M. Gendron? Bien, il y a eu un comité de sécurité incendie dernièrement. Actuellement, c'est les avancements, les discussions qui se font pour pouvoir conformer le schéma. Donc, Mont-Carmel avec le Shawinigan et ou Trois-Rivières. Saint-Maurice avec Trois-Rivières, c'est des municipalités qui sont limitrophes à ces villes-là. Et Champlain, les discussions sont commencées aussi pour une partie de leur territoire avec Trois-Rivières. Pour la réponse le plus rapidement possible sur les incendies. Et pour le reste des municipalités, on a eu une rencontre hier au soir avec les élus des municipalités pour regarder, pour voir s'il y avait une possibilité de délégation de compétences ou de regroupement quelconque. On est vraiment embryonnaire là-dessus. On va procéder à l'évaluation des équipements de chacune de ces municipalités-là pour voir combien ça vaut en 2025 tous les équipements. Pas les casernes, bien entendu, mais au moins les équipements, les camions, les boyaux, ces choses-là, comme vous l'avez expliqué. Ça va suivre son cours. On devrait avoir une réponse de ça quand même assez rapidement. Par la suite, ça n'engage personne à faire un regroupement comme tel, mais au moins on va savoir là, sur quel pied danser. Ça suit son cours. Je pense qu'en tout cas, la première rencontre est prometteuse. Les gens semblent avoir un intérêt. Il va rester des questions à répondre. Puis je pense que le modèle va évoluer au fur et à mesure. Mais il y a quand même un intérêt d'aller de l'avant pour l'étude des actifs. Puis éventuellement, on va voir quelle forme va prendre donc, ce regroupement-là, probablement par délégation de compétences. Comité de sécurité publique, je pense qu'il y a eu une rencontre récente. Oui, M. le Préfet, on a eu une rencontre cet après-midi. Il y a eu une présentation du rapport des activités pour avril et mai.
Je rappelle nos nouvelles priorités locales. La première, c'est intervenir sur les routes afin de diminuer le nombre de victimes. Il y a eu une augmentation importante du nombre de constats pour la vitesse. On parle de la même période, on parle de 90 de plus de constats qui ont été émis pour la vitesse sur nos routes pour les 9 municipalités. Priorité 2, on parle de réaliser des activités de prévention pour lutter contre la faute envers les aînés. Et la troisième priorité, c'est augmenter les interactions avec les citoyens. Il y a eu la participation à la Journée de la famille à Saint-Geneviève-de-Vatican le 24 mai dernier. Et il y a eu une activité au bar à bord de Vatican pour une interaction avec la clientèle. Également, dans les grandes lignes du rapport, il y a eu une opération stratégie Centaure. C'est la visite d'un établissement licencié pour différentes stratégies pour contrer les luttes contre les violences armées. Qui touche les gangs de rue et les organisations criminelles. Également, il y a eu l'arrestation de 3 individus en mai en lien avec le trafic de stupéfiants, possession de trafic, possession d'armes de feu et possession d'armes prohibées. Et il y a eu une opération concernant la vente d'alcool sans permis. Il y a 315 litres de boissons alcoolisées qui ont été saisis. Également, ce qui explique le nombre de constats pour le nombre de vitesses, il y a eu moins d'appels dans la période. On parle de moins de 60, moins d'appels qui ont été faits à part la police. Ça a donné plus de temps à faire des opérations routières. Puis il y a eu du support aussi également de d'autres équipes de la Sûreté du Québec. Fait que c'est grosso modo le rapport pour les deux, pour avril et mai dernier. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Au point H, la communauté entrepreneuriale des Chenaux, donc il y a le comité Ensemble pour l'emploi. Donc il y a la préparation d'un deuxième grand rendez-vous 2025 des employeurs de la MRC des Chenaux qui est prévu le 29 octobre prochain. C'est à Saint-Stanislas, à la microbrasserie de Presbytère. C'est une journée de formation, d'échange, puis de panel. C'est très intéressant comme rendez-vous pour tous les employeurs, d'une certaine façon. Il y a des conférences matinales qui vont se dérouler pour une 6e année consécutive. Il y a 3 dates qui ont été choisies pour cette année. Donc, une le 3 décembre au Boissons-du-Roi, le 28 janvier au domaine de Joliane de Saint-Narcisse, puis le 25 février à la nouvelle salle du marché du Carmel. Fait que les détails vont être à venir. On est en préparation aussi pour le prix Prestige qui est présenté par Desjardins. C'est un prix de reconnaissance au niveau des entreprises de nos municipalités. Donc, l'événement aura lieu le jeudi 13 novembre prochain. Puis la date limite pour nommer les lauréats, chacune des municipalités doit identifier une entreprise de son territoire qui se démarque pour différentes raisons. Ça peut être pour un investissement, pour une implication dans la communauté, pour de la création d'emplois, pour du dynamisme qui est démontré. Fait que c'est les municipalités qui doivent proposer. Vous avez jusqu'au 12 septembre prochain. Et il y a aussi la tournée des intrapreneurs, parce que les entreprises fonctionnent. Il y a des entrepreneurs, mais il y a des intrapreneurs, donc ce sont des employés qu'on aime souligner l'implication. Il y a une tournée qui va se faire le 17 et 18 septembre prochain. Là, le comité a reçu 12 candidatures. La date limite pour recevoir des candidatures, c'est le 2 septembre prochain. Fait que, voilà. Et en préparation, il y a une campagne d'achat local qui s'appelle « Je me fais un cadeau » en 2025. C'est une campagne qui est bonifiée en tant que telle par Desjardins, puis par différents partenaires financiers. Donc, vous achetez un montant, puis je pense que c'est une bonification de 30 35 Fait que vous achetez pour 20 $, d'un certificat cadeau d'une entreprise, puis vous recevez 35 de plus. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis il y a plusieurs entreprises dans toutes les municipalités qui participent à cette campagne-là. C'est une belle façon d'encourager l'achat local, puis de faire en même temps des belles économies. Je pense que cette année, on modifie un petit peu les critères parce que les gens qui en profitaient très largement. Fait que c'est pas nécessairement. Fait que donc, il y aura un nombre de certificats cadeaux qui pourront être achetés pour permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter. Fait que, donc, même si on peut aller se promener dans d'autres municipalités et acheter, ben c'est quand même là, une belle campagne en tant que telle. Puis on souhaite que plus de gens puissent y participer. Fait qu'il y aura un nombre maximum de certificats cadeaux qui pourront pouvoir être attachés. Excuse Guy, Oui. la date, j'ai manqué la date de mise en vente. Bien, on n'a pas la campagne se déroulerait du 3 novembre au 1er décembre. Okay.
Fait que, donc, on va pouvoir suivre ça à ce moment-là. Le prochain comité, c'est la table touristique. En fait, plusieurs dossiers. Donc, le sacré circuit qui touche la route, le chemin du roi. Il y a des encarts qui ont été distribués par la MRC en même temps que la carte touristique, en même temps que les encarts du circuit qui s'appelle la Voie des bâtisseurs. Comme le circuit des murales, comme l'a mentionné, la municipalité de Saint-Stade, malheureusement, c'est désisté. On n'a pas réussi à avoir l'autorisation du centre de services scolaires. Il y aura un appel de candidature à l'ensemble des municipalités dans les prochaines semaines. Au mois de septembre, il va y avoir aussi la tournée Art et terroir qui permet d'aller rencontrer les entreprises agroalimentaires, les artisans qui sont dans leurs ateliers, qui ouvrent leur atelier à cette occasion-là. À date, pour la MRC des Chenaux, il y a 21 entreprises qui ont ouvert leurs portes, mais ça va se dérouler sur 3 territoires, donc MRC des Chenaux, MRC de Miquinac et MRC de Masquinongé. Fait que c'est des circuits qui peuvent se faire aussi pour aller découvrir un peu ce qui se fait comme produits agroalimentaires, mais produits aussi plus d'artisanat ou des artistes en tant que tels en art visuel ou qui font différentes choses. Fait qu'on vous invite à suivre ça. Et on me mentionne aussi que la carte touristique a été reçue puis la distribution a été réalisée dans les bureaux d'information touristique de la Mauricie, celui de Québec et dans les entreprises d'une certaine façon. Fait que ce sont les principales actualités au niveau du comité touristique. Comité de service des transports, M. Dostalaire. Il n'y a pas eu de rencontre officielle. Par contre, M. Barry et moi, on a rencontré les gens qui vont reprendre le transport du côté de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour le transport adapté. Donc, ça se déroule très, très bien. Je me permettrai aussi de dire que on a parlé les mois passés qu'il y avait eu quand même de nombreuses réparations sur les véhicules. On a touché du bois. Depuis les dernières semaines, ça va très bien. Donc, on a bien retapé ces véhicules-là, puis le service se déroule bien. Et puis, juste dire aussi que la fermeture ou la fin des activités de Taxi Belle-Nord a des impacts, particulièrement au niveau de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour du transport là. Donc, on est à travailler à pouvoir offrir un service du côté de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de poursuivre qu'il n'y ait pas de prix de service pour ces usagers-là qui vont sur des plateaux de travail, soit du côté de Shawinigan, du côté de Trois-Rivières. C'était pas nécessairement du transport adapté à Mont-Carmel qui était fait par Taxi Belle-Nord. C'est presque uniquement du transport adapté. C'était presque uniquement du transport adapté? OK. Fait que ça prend des véhicules. C'est ça. Pour cet été, on est correct. Avec les vacances, tout ça, on a pu relocaliser les chauffeurs pour ce secteur-là. Le plan de match, ceux qui suivent un peu notre Facebook, on a un poste de chauffeur affiché. Donc, on va reprendre ça nous-mêmes, ces services-là, puis offrir le service avec les véhicules qu'on a actuellement, celui qu'on a acheté, qu'on a annoncé tout à l'heure, on va être capable d'offrir le service. Parfait. Merci. Ça va? Très complète. Merci. Au point K, énergie communautaire de la rivière Batiscan. Il n'y a pas eu de rencontre en juillet. On a un conseil d'administration la semaine prochaine. Donc, en septembre, je devrais être en mesure de vous donner des informations sur ce dossier. Parfait. Au point 8, le Fonds Région Ruralité, les enveloppes de demande régionale, il n'y en a pas. Point 9, dans le développement économique, vous avez le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique dans lequel on voit ce que les gens font d'une certaine façon. Et au point B, C et D, c'est une demande d'aide financière en 3 volets pour une nouvelle entreprise qui s'appelle Solutions électriques Gagnon. Il va être établi ici à Saint-Luc-de-Vincennes. Monsieur Gagnon, donc, c'est quelqu'un qui veut partir son entreprise, qui était déjà actif dans le domaine de l'électricité. Il travaillait pour un contracteur, puis l'entreprise pour laquelle il travaillait a été vendue. Puis cette nouvelle, l'acquéreur a finalement délaissé le secteur d'activité dans lequel travaillait M. Gagnon, fait qu'il a décidé de partir son entreprise à ce moment-là. Fait en tout cas, il semble très, très bien organisé, très sérieux dans sa démarche. C'est une demande en 3 volets, donc il y a une volet au Fonds local d'investissement pour un montant de 10 000 $. Il y a une demande au Fonds local de un prêt, c'est un prêt, donc au Fonds local d'investissement. Il y a aussi un prêt au Fonds local de solidarité au montant de 10 000 $. Puis il était aussi admissible à une aide financière non remboursable au programme Jeunes promoteurs pour un montant de 5 000 $. Fait que c'est recommandé positivement par le comité d'investissement commun, donc de soutenir des solutions électriques gagnants pour dans ces 3 volets-là. Fait que si vous êtes d'accord, ce serait les mêmes proposeurs qui feraient pour les 3 résolutions. Proposé M. Luc Dostalaire et appuyé par M. Luc Pellerin.
Monsieur, dans les appuis demandés, il n'y en a pas, ni correspondance déposée. Pour votre information, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets à inscrire? Sinon, on s'en va à la période de questions. Si vous avez des questions, on va vous inviter à vous présenter au lutrin, de vous nommer. On va rappeler que... Oui? Je vais faire un autre juste là. Simplement pour que la caméra puisse aller juste ici. Là. Bonjour à tous, ça fait longtemps, je suis content de vous revoir. Quand vous débutez... Votre nom déjà? Excusez, mon nom c'est Frédéric Krebs de Saint-Prosper de Chantin. Merci. Quand vous débutez les MRC, vous avez toujours une phrase qui m'intrigue tout le temps, en fait, que nos décisions soient guidées par l'intérêt commun. Est-ce que c'est bien ça la phrase? On n'a plus cette pensée de réflexion-là, mais on occupe nos pensées. C'est que le mot commun, en fait, me préoccupe, et puis j'aimerais qu'on essaye ensemble d'avoir une meilleure définition, ou qu'on précise ce mot-là. Pour moi, le commun, en fait, c'est ce qui est partagé par tous, et c'est pas par rapport aux exceptions. Okay. J'ai vu que dans le règlement que vous avez fait sur les éoliennes, je considère personnellement que ça concerne des exceptions et pas le commun. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que la MRC des Chenaux, de ce que j'en ai vu en 2021, comptait à peu près 19 180 habitants, ça a dû évoluer. J'ai compté à peu près 50 individus voulant des éoliennes. Si je fais le ratio, ça nous donne 0,27% de la population. Monsieur Krebs, je vais vous demander de céder une période de questions. La question, c'est la définition du commun. Je vous fais la démonstration de 0,27% du monde qui souhaite un sujet. Est-ce que ça justifie des décisions que vous avez pu réglementer dans le règlement sur les éoliennes par rapport à un commun qui représente donc 99,73% qui subirait donc des nuisances que malheureusement je vais répéter parce que ça n'a pas l'air de rentrer dans le cerveau. La perte d'habitabilité et les valeurs des maisons de 20 à 40%, on en a de plus en plus de preuves, ça a été dit à la télévision il y a 2 jours. La perte d'écologie, forêts, animaux, oiseaux, la perte de terres cultivables, les problèmes de santé, des sons, infrasons et visuels, la perte de qualité de vie, la perte d'attrait touristique donc économique, les problèmes possibles de la ressource vitale de l'eau potable, les pollutions sonores, visuelles, terre, eau et les problèmes potentiels de feu. Je m'arrête là, j'ai fait une synthèse rapide comme je peux parce que je ne veux pas vous embêter, mais à première vue la liste n'est pas encore intégrée. Je répète ma question c'est pouvez-vous nous aider à définir qu'est-ce que le commun par rapport à 0,27% d'une population qui parfois n'habite même pas la région, qui voudrait un équipement qui est fortement nuisible pour sa population. Pourriez-vous nous justifier que vous avez bien été guidé par l'intérêt commun, s'il vous plaît? Pour une définition, il faudra se référer au dictionnaire qui touche la communauté, probablement. Hein. Donc comment c'est qui touche la communauté. Le mot commun, qu'est-ce que ça veut dire le mot commun par rapport à votre définition? Par rapport à ce qui nous guide, finalement, on a un grand élément qui nous guide, qui est l'application de la loi sur les compétences municipales, qui nous guide, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. C'est une démarche qu'on a entreprise depuis plusieurs mois, d'aller-retour avec en soumettant un projet de règlement sur l'encadrement, sur l'implantation d'éoliennes. On est en attente du retour, donc sur la conformité du règlement en tant que tel. Il y a eu des derniers échanges qui ont été faits avec les différents ministères. Le règlement qui a été soumis, donc il y a une rédaction du règlement qui a été soumis au ministère et on est en attente. Lorsqu'il va être accepté par le ministère, on va devoir le réadopter, ce règlement-là. Puis par la suite, les municipalités auront jusqu'à 6 mois pour faire une mise en concordance avec ce règlement-là. Fait que, à partir de là, s'il y a des ouvertures de postes, ça passe par un changement de zonage et c'est comme ça qu'on a toujours assuré le suivi de ce dossier-là. Et dans l'intérêt commun, si les gens décident de ne pas aller de l'avant par l'ouverture de changements de zonage, bien, à ce moment-là, ça va être suivi, puis il n'y a pas de problème là-dessus. On va respecter la volonté des citoyens, mais ça s'exprime dans les changements de zonage, ça s'exprime dans l'acceptation du règlement pour d'une certaine façon. On aurait aimé être entendu par un référendum pour être sûr qu'on soit entendu premièrement. Et deuxièmement, la CAQ n'a jamais proposé dans son programme des éoliennes, c'est quelque chose qui est arrivé après. Donc oui, c'est peut-être la politique et le gouvernement qui poussent ces sujets-là, mais la population n'a jamais décidé de ce projet-là. Donc il paraît compliqué de dire qu'il y a une acceptabilité, alors que finalement on n'a jamais été en fait sondé
Il y a quelques maires et mairesses qui ont le courage, je vais appeler ça, de penser à leurs citoyens et à eux-mêmes, à mon avis, qui proposent référendum ou différentes décisions. Il me semblerait que ce serait bien que ce soit fait au niveau global, essentiellement par la MRC et pas individuellement par municipalité. C'est un sujet quasi provincial, en fait, pas seulement chez nous. Et il faut que nos représentants comme vous, en fait, monsieur le préfet, nous aidiez, en fait, à pouvoir être entendus. Donc c'est en ça que le commun, en fait, c'est pas l'exception. Et l'exception calculée, elle est vraiment minime. Donc le commun vous dit qu'il faudrait que vous nous aidiez à nous faire entendre. Merci. Merci. Bonjour à tous et toutes. Serge Maton, Saint-Narcisse. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez reçu une réponse à votre lettre à la ministre de l'Énergie qui avait été appuyée par une conférence de presse demandant d'octroyer à TES un bloc d'énergie supplémentaire permettant à l'entreprise de réaliser son projet tout en éliminant ainsi le besoin d'un parc éolien? Est-ce que la réponse est On n'a pas eu de réponse. Est-ce qu'on a reçu un accusé-réception? On n'a pas eu d'accusé-réception. Ah, c'est peut-être des problèmes de poste aussi qu'elles ont. Je sais pas. Je pense que c'est envoyé aussi par courriel. Oui, par courriel à différents intervenants, puis on n'a pas eu aucun accusé de réception. Hein? Généralement, quand il n'y a pas d'accusé de réception, comment vous interprétez ce fait? Ben, je trouve que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Normalement, quand un niveau de gouvernement s'adresse à un autre niveau de gouvernement, le moindre des choses serait de faire un accusé de réception. C'est correct qu'ils décident de ne pas répondre, mais de ne pas avoir seulement d'accusé de réception, je trouve ça un peu cavalier. Merci. Merci. On se décoiffe devant le grand monde. Jean-Hubert, Frédéric Cabanil, Saint-Maurice. Je sais qu'on a su que TES Canada a fait des démarches auprès des municipalités pour avoir un appui concernant leur demande leur démarche auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ce que m'a confirmé M. Bruno. M. Bruno a reçu une demande là-dessus. Est-ce que les autres, je veux juste savoir si les autres municipalités avaient reçu une demande pareille de TES Canada d'appui pour leur démarche auprès de la Commission de protection du territoire agricole? Pour le BAP. C'était pour le BAP en même temps. C'était pour le BAP en même temps. Mais c'était aussi pour leur démarche auprès de la Commission de protection. C'est ça. OK. Ce que vous avez pas votre refusé. Ben, moi, je l'ai reçu et je n'ai pas donné suite parce que je n'ai pas de directive à recevoir de TES Canada pour savoir quoi faire, comment faire. Alors, donc, quand j'ai vu ça, j'ai simplement ignoré, je ne l'ai même pas présenté au conseil municipal. Est-ce que dans les autres municipalités, ça s'est présenté aussi? Vous avez pas reçu de demande de test? Non. Qu'est-ce qui fait que certaines municipalités... Nous, on a reçu une demande avec une suggestion de libellé auquel on ne souscrit pas. Fait qu'on a soumis ça à nos aviseurs légaux pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que donc, on n'a pas statué à savoir si on était pour émettre. Il faut savoir qu'une municipalité, quand on a une demande d'avis, en tout cas quand il y a un dossier déposé à la Commission de protection du territoire agricole, généralement, en tout cas selon ma connaissance, puis vous me corrigez si je ne suis pas correct, quand il y a un avis qui est demandé à la municipalité, parce qu'ils doivent obtenir un avis de la municipalité, si la municipalité appuie, elle peut appuyer. Si elle n'appuie pas, elle peut ne pas appuyer aussi par voie formelle de résolution, mais si elle ne répond pas, ça serait associé à un appui. Donc, moi, c'est en tout cas, puis je trouvais que c'est important de connaître cette subtilité-là. C'est ce qu'on m'a mentionné, en tout cas. Donc, on peut décider d'appuyer formellement par résolution, on peut refuser formellement l'appui par résolution, mais si on dit on ne tient pas, on tient silence, bien, à ce moment-là, c'est considéré comme un appui auprès de la commission considérerait ça comme un appui. Qui ne dit pas comme ça. Oui, bien, un peu dans cet esprit-là. Fait que c'est l'information que j'ai eue, là. Mais... Ben, de toute façon, l'on répond non. C'est que moi, je n'ai pas l'intention de m'associer au projet, ni contre ni pour, on le sait. Et le référendum avait pour but de dire que c'est la population qui va décider. Alors, c'était ça, en fin de compte. Et de toute manière, qu'il soit accepté au niveau de la commission ou pas,
je vous répète ce que j'ai dit hier soir à plusieurs reprises, c'est que c'est le règlement de zonage qui fait foi de tout. Alors, au règlement de zonage, si le règlement n'est pas accepté par la population du secteur, de la zone, bien, il n'y en aura pas d'éoliennes sur ce territoire-là. Alors, je pense que la clé de tout ça, c'est le règlement de zonage à la fin. Non, mais c'est parce que là, quand même, j'ai enfin une subtilité là, que M. Veillette présente en disant que si on ne répond pas, ça pourrait être interprété comme... Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Écoute, mais là, je ne suis pas un spécialiste, là, mais on m'a dit que le silence, dans le cadre d'une demande d'appui, était considéré comme un appui. Mais c'est quand même curieux qu'ils aient fait de démarche auprès de Saint-Maurice, Saint-Narcisse, puis qu'ils n'aient pas fait de démarche auprès des autres. C'est quand même curieux. Ah oui, oui, Vous avez chez vous aussi. absolument. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas les bords de garde. Discarté. Parce que nous, chez nous, Test Canada, dans ce cas-là, a décidé qu'à Sainte-Geneviève, il n'y aurait pas d'éolienne. Pour le conseil municipal, le dossier est clos. Ils n'ont pas envoyé toutes les demandes qu'ils veulent. Ils ne donnent pas de suite. Test Canada peut considérer qu'une non-réponse peut être considérée comme une appui. Ah, ils considéreront comme ils voudront. Je pense que ça, c'est pas le cas. Ça me dérange Moi, je ne me demanderont pas, c'est sûr. Ça m'empêchera pas de donner. Alors, une non-réponse, c'est considéré comme un appui ou pas? Selon Test Canada. Là, vous allez avoir des réponses, Non, mais monsieur, juste pour préciser ce que M. Villette veut dire, c'est, exemple, le dossier qu'on a traité tout à l'heure, de la demande du MTQ pour les travaux à Saint-Anne-la-Pérade. Nous, on s'est positionné en faveur. On a dit oui, on est d'accord, évidemment. Mais si on n'avait pas répondu dans le délai de 45 jours, ça aurait dit, l'interprétation de la CPTEQ, c'est la MRC ne répond pas, donc ne s'oppose pas. C'est ce que ça veut dire. Mieux dit. Alors, donc, vous surveillez à Saint-Narcisse, vous attendez des nouvelles de votre avocat, de vos procureurs. Tout à fait. Hier, j'étais à la présentation de M. Bruno pour le référendum. Et puis, M. Bruno disait, écoutez, une municipalité qui se prononce, qui se dit, nous autres, on n'en veut pas d'éoliennes comme Saint-Stanislas, Saint-Prosper, Saint-Anne-de-Pérade la semaine passée, dit, elle est peut-être susceptible d'avoir des poursuites. Est-ce que vous autres, au niveau de la MRC, vous avez demandé l'avis à vos procureurs là-dessus? Dire une municipalité qui s'oppose. C'est un fait, c'est documenté. Ça s'est fait aussi directement dans la MRC Mekinac dans les années 90. Peut-être que les gens en agriculture vont s'en rappeler. Une demande pour la construction d'une porcherie dans le village de Grande-Pile. Les gens à ce moment-là, les citoyens s'étaient opposés en disant nous, on est un village touristique, on ne veut pas d'une porcherie à Grande-Pile. Il avait empêché, il n'avait pas ouvert de zone à l'intérieur de ça. Il était allé en cours et il avait perdu dans ce cadre-là. C'est un fait avéré, il y a de nombreux précédents qui ont été créés là-dedans. On ne peut pas bloquer indûment, on ne peut pas empêcher indûment toute activité ou n'importe quoi. Là, on doit offrir une possibilité réelle si on parle d'une porcherie dans ce cas-là, ou ça peut être d'autres activités. Mais donc, on ne peut pas bloquer indûment, mais à partir du moment où le règlement de zonage parce qu'on doit autoriser la construction dans la zone, pour ça prend un permis de construction, ça prend que le zonage le permette. Si le changement de zonage est refusé par les citoyens, ce qui peut être le cas, bien, ça, normalement, ça force de loi, puis on n'est pas attaquable à ce moment-là. Alors, c'est pour ça peut-être que vous ne le faites pas, vous autres, à Saint-Narcisse, vous n'avez pas fait une résolution un peu comme des poids localités. Nous, c'est la stratégie qu'on a gardée jusqu'à maintenant. Mais vous n'avez pas jamais demandé de nouveaux avis de vos procureurs? Non, pas à ce sujet-là. Si vous permettez, M. le Préfet, comme j'ai dit hier soir, c'est la même chose. C'est que toute municipalité peut passer une résolution interdisant, en fin de compte, sur son territoire, l'implantation d'éoliennes. Elle peut passer cette résolution-là. Politique, comme vous disiez. Politiquement. Maintenant, c'est qu'elle est à risque
il y a un risque d'être poursuivi. C'est dans ce sens-là. Et ça, c'est sûr et certain, là, même si on dit que les avocats vous ont dit le contraire. Donc, ce que Jean, on a... Non, mais ce que vous dites, je voudrais juste préciser ce que vous dites, M. Bruno. Ce qu'on entend, nous, c'est... Là, pour Gérard Bruno, ça va être de la répétition, peut-être pas pour les autres. Là. Ce qu'on entend, c'est que si c'est une erreur d'un employé municipal, il pourrait y avoir une poursuite, une négligence. Mais si c'est une décision politique des élus sur leur territoire, ça ne peut pas être une poursuite. C'est ça qu'on entend d'abord. Et là, bon, c'est l'avocat qui fera de l'argent avec les autres, parce qu'ils vont avoir un chaque barre. Mais nous autres, on nous dit une décision politique ne peut pas être poursuivie. Mais Ça va. encore une fois, je peux continuer? Oui, ça va, mais on va revenir après ça à M. Martin. Oui. Alors, c'est juste pour préciser. Dites-vous bien qu'une municipalité peut passer une résolution, oui, mais elle risque d'être poursuivie, il y a un grand risque. Si la personne qui est lésée a l'intention de poursuivre, elle pourrait poursuivre, et dans le même domaine que l'exemple que le préfet vient de vous donner, c'est ça la réalité. Et au lieu de jouer à ce risque-là, pourquoi vous n'attendez pas le règlement de zonage? C'est ça l'idéal. Et ça, il n'y a aucun risque d'être poursuivi. Le référendum est encore mieux, c'est que ça va de l'avant. Ça va. M. Martin, vous avez la parole. Non, ça va, c'est complet. C'est complet. Merci. M. Baudouin. René Baudouin, Saint-Geneviève-de-Bastien. D'abord, merci d'appuyer la plateforme des genoux numériques et les archives numériques. Là, on va s'amuser. On s'est rencontrés des sociétés d'histoire avec énormément de plaisir, d'enthousiasme et tout ça. Donc, merci. Alors, je ne suis pas surpris si je me mets à parler des éoliennes, sans doute, mais à la dernière séance, donc, j'ai proposé une intervention de la MRC des Genoux à la MRC de Miquinac pour répéter à la MRC de Miquinac que les décisions qu'ils prennent à la toute vitesse, comme ils sont en train de le faire actuellement à la course, bien que ces décisions-là ont un impact sur les citoyens de la MRC des Genoux. Pourquoi? Parce que la réciprocité des éoliennes à Saint-Adelphe viennent amputer des droits aux gens de Saint-Prosper, même chose du côté de Saint-Stanislas, même chose du côté de Saint-Narcisse. Alors donc, et là, vous aviez répondu, ben avec raison, vous aviez répondu, ben, on n'a pas de poignée dans la loi qui nous autorise à intervenir dans les règlements des voisins, ça j'en conviens. Mais il n'y a rien qui empêche d'envoyer une résolution à Miquinac en disant « Hey, oublie pas que dans ta précipitation, tu es en train d'affecter nos propres citoyens ici. » J'ai trouvé un exemple comme ça au Québec. C'est la municipalité de Stansted qui a communiqué avec la MRC de Memphremagog, qui a communiqué avec l'État du Vermont pour dire à l'État du Vermont, hey, les éoliennes que vous êtes en train de mettre sur le bord de la clôture de la frontière États-Unis-Canada, eh bien, ça vient impacter les gens de la MRC de Memphremagog. Bon, c'est sûr que dans la MRC de Memphremagog, il y a là plus de 500 millionnaires qui habitent là, les démarrés habitent là, etc. Ils ont peut-être plus de poids que la MRC des Genoux, à moins que vous autres, vous ayez de l'argent que vous nous cachez, mais donc, alors ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être possible. Ma question, donc il y a deux actions, je veux savoir si vous avez envie d'en discuter un peu moins, deux actions possibles. La première, donc, c'est cette résolution-là, de dire à la MRC de Miquinac, arrête de t'énerver, puis pense à nos citoyens sur notre part. Et la deuxième action, c'est que la test s'apprête à faire des demandes à la CPTOQ pour ce qui est des éoliennes du côté de Miquinac, et la MRC pourrait donner son avis à la CPTOQ en disant « Nous autres, ça nous achale un peu parce que telle éolienne qui serait mise sur le bord de la clôture entre Deschenaux et Miquinac, que ces éoliennes-là vont venir impacter les gens de notre population de ce côté-ci. » Alors, je ne sais pas trop comment la formuler sous forme de question, mais c'est quelque chose que vous pourriez regarder le Conseil des maires dans d'éventuels échanges. On va prendre ça en délibéré. Je vous dirais par contre que généralement, comme MRC, comme organisme MRC, ce qu'on se dit, c'est qu'on laisse l'autonomie de chacune des municipalités. Donc, chacune des municipalités, normalement, est libre de prendre ses décisions. Puis dans le dossier qu'on a vu, Saint-Stanislas a pris ses décisions, Saint-Prosper a pris ses décisions. Fait qu'on ne s'ingère pas dans les champs de compétences des municipalités.
je verrais mal pourquoi on viendrait s'ingérer dans les décisions des autres d'une autre MRC au cours. Je comprends l'impact, mais ça, on va le ramener en discussion entre nous, savoir si on pose une intervention là-dessus, autant face à la Commission de protection du territoire agricole en tant que tel, parce que généralement, notre avis compte sur le territoire, sur notre territoire en tant que tel, mais on ne se prononce pas sur les territoires qui sont ailleurs, tu sais, de par la loi, généralement. Fait que je ne sais pas si, à moins qu'il y ait... Mais on pourra en discuter, là, mais honnêtement, c'est ma première réaction par rapport à vos demandes. Je pourrais vous envoyer en tout cas les étendues, puis même du côté de Saint-Anne-de-Pérade. Je pense qu'il y a des terres de Saint-Anne-de-Pérade qui sont impactées par la réciprocité des éoliennes de Saint-Adèle. Ce qui veut dire que vous êtes peut-être, en tout cas, minimalement 3 municipalités, peut-être 4 municipalités impactées par ça. Et si la MRC ne fait pas d'intervention globale, si on veut, ben peut-être que chacune des municipalités individuellement aurait avantage à le faire pour protéger ses citoyens. Ouais, je pense qu'il faudrait voir si l'éolienne, mettons, est située dans la MRC de Miquinac, mais que le chemin d'accès est dans notre MRC ou dans une municipalité de la MRC des Chenaux, pour ce qui est du territoire. Il faudrait vérifier, mais ce que je cherche présentement... Oui, mais il y a la réciprocité. Alors, l'éolienne qui est près de la frontière, elle impacte les propriétaires de Saint-Prosper, à titre d'exemple. Si on va regarder, il y a je ne sais plus combien de propriétaires du côté de Saint-Prosper, 23, je pense que qui sont impactés par les éoliennes de Saint-Adèle, donc ils perdent une partie de leur droit d'usage d'expropriation déguisée par les décisions que prennent le conseil municipal de Saint-Adèle. Il faudrait analyser. Merci. Bonjour, Denis Désienne de Saint-Narcisse. Pour revenir à ce que vous avez dit tantôt pour les poursuites, c'est M. Gauthier de Test Canada qui a bien dit à Mme la mairesse de Saint-Prosper, elle a demandé est-ce qu'il y aurait des poursuites des municipalités qui n'en voudraient pas, qui posent des résolutions. La réponse a été non. Donc, ce que vous dites, là, que c'est dangereux de passer cette résolution-là, j'en doute. Mais ce qui pourrait arriver, M. Désier, c'est que ce n'est pas nécessairement un test qui pourrait poursuivre. Par exemple, un propriétaire terrien qui, lui, en désirait des éoliennes, qu'on empêche d'en avoir, lui, il pourrait poursuivre aussi. Il pourrait poursuivre la municipalité. Tout à fait. Ah oui. Absolument. Tout à fait. Est-ce que je peux... Parce qu'il y aurait une perte de redevance. Un commentaire supplémentaire, Mme le juste pour rectifier le fait. Oui, moi, je vais poser la question, mais M. Gauthier avait quand même affirmé en rencontre publique, je ne me souviens plus à quel endroit, que lui... Je crois que oui, effectivement, que lorsque la question lui a été posée, a bien répondu que non, Test n'intenterait pas de poursuite contre le municipalité. Il me l'a dit à moi aussi, personnellement, mais il peut suggérer fortement à des propriétaires terriens de le faire. Tout à fait. Et moi, il n'y a personne qui a voulu me mettre noir sur blanc qu'on est exempt de poursuite. Il n'y a personne, ni le ministère, ni qui que ce soit. J'ai demandé, alors, peux-tu on vit confirmer avec ça ça. par écrit? Seul emploi, je n'ai plus rien pour confirmer par écrit. Non, ni lui, ni les ministères, ni qui que ce soit. C'était tout pour moi. Le risque que j'ai parlé ne visait pas seulement Test Canada. Non, non, effectivement. C'est beaucoup plus Dans ce cas-ci, c'est Test Canada, par exemple. Non, mais on vient de vous donner des exemples. Là, Test Canada, supposons que lui ne poursuit pas, supposons. Ça n'empêche pas quelqu'un d'autre de poursuivre. Vous pensez, vous, qu'un propriétaire terrien qui va recevoir 25 000 va poursuivre une municipalité? Une fois 10. Ben oui. C'est arrivé dans le cas de Saint-Sauveur. J'en doute. Il va falloir que ça aille bien riche. Pas Il va falloir que ça aille bien riche. Je vais vous poser la question de tout à l'heure. Pourquoi prendre le risque? Parce que ça envoie un message clair à Test Canada que la municipalité, la MRC des Chenaux n'en veut pas. C'est tout simplement ça. Et pour savoir si la population n'en veut pas, à ce moment-là, c'est la meilleure façon, c'est par le règlement sur lequel ils vont être appelés à voter. Alors donc, c'est là que la population va lui dire non. Et si la population lui dit oui,
bien, démocratiquement, on ne pourra pas critiquer ceux qui ont dit oui. Qu'est-ce que ça empêche à la municipalité? Qu'est-ce que ça coûte? Un petit texte qui dit on n'en veut pas comme Saint-Stan, puis Saint-Prosper, une autre résolution, puis maintenant Saint-Anne-de-la-Pérade. Qu'est-ce que ça coûte à la municipalité? Je l'ai mentionné à la réunion municipale à Saint-Narcisse, la même chose, je le répète encore ici. Qu'est-ce que ça coûte à la municipalité d'envoyer un message clair à Test Canada? Ça coûte absolument rien. C'est une résolution qui dit que la majorité des citoyens, avec toutes les signatures qui ont été faites, c'est la preuve comme quoi que la majorité n'en veut pas. Tout simplement. Ça coûte rien, mon cher monsieur. Exactement. Mais ça peut coûter cher si on est poursuivi. Si on fait un référendum, là, on aura clairement la décision des citoyens. Donc c'est simple comme solution. Là, vous faites très bien ce qu'il y a à faire. C'est exactement un message qu'on envoie. Puis la réponse de Test Canada, ça a été clair. Il ne poursuivrait pas. Tout simplement. Après ça, s'il y a un référendum, après ça, une résolution sur le référendum, ça vient bâcler le... J'aurais juste ajouté, parce que je vais quand même... Non, la parole est à M. Désiel, puis on vous invite à conclure si vous avez une autre question, M. Désiel. C'est correct. D'accord. Merci. M. Desureau. Il est Desureau, Saint-Narcisse. Ma question est, on évalue le projet de Test Mauricie à la superficie que les éoliennes vont occuper. Selon le projet à date, ils veulent mettre les éoliennes en moyenne à 1 km des routes. Les éoliennes de 700 mètres, ça prend exactement, selon les plans, pour tourner, pour être capable d'avoir accès aux champs ou au milieu forestier, ça va prendre des chemins de 100 pieds de large, des chemins de 100 pieds déboisés en forêt. Je n'ai pas calculé le nombre d'arbres, mais je peux vous calculer qu'au total, le projet de 133 éoliennes, c'est 91 500 000 pieds carrés qui va être impacté par le projet. C'est un impact économique assez important. Cette superficie-là, elle va être perdue pour l'agriculture, elle va être perdue pour la forêt. On va mettre 4 pieds de gravier là-dessus. Est-ce que vous savez comment c'est que ça va faire de camions qui vont circuler sur nos routes pendant la durée d'implantation du projet? C'est la question. Non, je ne sais pas le nombre de camions. 500 000 camions 12 roues. Aujourd'hui, il y avait des travaux à Saint-Narcisse. Et puis le ministère des Transports avait besoin pour creuser 2 petits fossés de 40 pieds. Il y avait 8 camions de signalisation. Puis il y avait 16 personnes au total qui ont travaillé toute l'avant-midi. J'ai hâte de voir le projet avec 500 000 camions qui vont circuler sur nos routes. Surtout que dans le contrat de test, le contrat de test, les camions et l'implantation des éoliennes ont priorité sur toute autre activité agricole. C'est très intéressant comme projet. Donc, si vous voulez des renseignements, vous m'appellerez, je vais vous en faire d'autres. Merci. Merci. Ah, j'ai une autre question. Deuxième question, une petite question sur le barrage de Saint-Narcisse. Je trouve que ça traîne en longueur depuis le mois de... Je dirais, ça fait plus qu'1 an que les Autochtones sont visés par ce beau projet-là. Puis, on n'a pas de résultat comme de quoi qui est viable ou pas. C'était censé sortir au mois de mai, c'était censé sortir au mois de juin, c'était censé sortir au mois de juillet, août, septembre. Est-ce qu'on va avoir des résultats cette année? Et les Autochtones ont-ils versé les montants? Comme la municipalité, nous, ce que j'ai su, on est rendu à 500 000 $. Quand c'est qu'on va commencer à payer dans 2 jours? Les Autochtones ont versé sans problème, tout est à jour. Pour ce qui est du délai, je pense qu'il est très raisonnable. Je ne partage pas votre avis. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapidement, Parce je voudrais juste savoir ce qui s'est discuté à Saint-Narcisse par rapport à Test qui propose un poste électrique là, pour raccorder soi-disant les éoliennes. C'est quoi un peu qu'ils vont faire à Saint-Narcisse?
Je pense qu'on serait curieux de savoir ce qui se passe par rapport aux éoliennes, mais au raccordement à leur poste électrique. On pourra en discuter après la rencontre, si vous voulez. Ah, Simplement. Mais je peux vous donner quelques indications. Il n'y a pas de position qui a été prise. Puis de toute façon, bien, effectivement, ils nous ont approché pour l'installation d'un poste de distribution électrique sur 5 sites potentiels différents. Fait qu'on on regarde ça d'une certaine façon, puis on n'a pas la construction d'un poste est aussi soumise à un changement de zonage, parce que c'est dans une zone agricole. Fait que les gens peuvent s'opposer, encore une fois, au même titre que l'implantation d'une éolienne, ils peuvent s'opposer à l'installation d'un poste de distribution électrique. Voilà. Oui, madame. Je voudrais savoir votre comité de sécurité incendie. Lorsque vous vous êtes rencontrés, c'est hier. Est-ce que... Lundi. Comment? Lundi. Lundi? La rencontre pour le regroupement, c'est ça? Pour le... Ah, ok, celle-là, je pensais de la réunion du comité. Non. OK. Est-ce que toutes les municipalités étaient représentées? Non. Ben, était représenté. Saint-Maurice, Mont-Carmel n'était pas là. Le reste, oui. Tout le reste des municipalités étaient là pour entendre l'information. Oui. Mais Saint-Paul-de-Verade était là aussi. Bon, c'est bon. Est-ce que ça va évoluer dans le temps ou si on va attendre 6 mois avant que le comité... Non. Le projet, en fait, on a traité ce soir une demande pour le dépôt d'un programme d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales, Fonds Région de Ruralité. Est-ce que toutes les municipalités vont participer à ça? À ça, à date, en tout cas, il y avait de l'intérêt de la part de pratiquement tout le monde, sauf Saint-Anne-de-la-Pérade, naturellement, en joignant la régie de Port-Neuf. À ce moment-là, eux, ils ont fait le travail de leur côté. Mais les autres municipalités semblaient être très positives sur le fait de savoir combien valent les actifs qu'ils possèdent. OK. Puis ce comité-là va avancer quand même, il ne reprendra pas... Rapidement. OK, c'est bon. Merci. Parfait. Le délai est écoulé au niveau de la période de questions en tant que telle. Une proposition de la levée de l'Assemblée par M. Christian Martin, appuyée par M. Hugo-Pierre Bellemare. Merci tout le monde. Merci.